Ça fait 2 jours qu'il fait gris, mais un gris reposant, un gris un peu brumeux. C'est vraiment une atmosphère mystérieuse. Je suis en train d'admirer le coucher de soleil sur la plage. Je suis parti sans déjeuner, il n'y avait rien d'ouvert, pas de boulangerie parce qu'on est lundi. Et l'après-midi, ça a été une putain de dinguerie. Genre les plus beaux paysages d'océan que j'ai jamais vus dans ma vie. Putain, mais en fait, le son il sature. Me dis pas que je vais devoir tout réenregistrer en voix off. Merde, je suis désolé, putain, je suis con, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Ça a pas enregistré. Est-ce qu'on peut recommencer? Désolé. Du coup, je refais tout. Ouais. Vous avez toujours rêvé de découvrir la Bretagne, de parcourir ses côtes, découvrir ses 1000 visages. Je vous emmène avec moi découvrir un petit bout de paradis breton, préservé et sauvage. Direction le Finistère, le bout du monde, plus précisément la presqu'île de Crozon. Je suis parti marcher 7 jours pour en faire le tour en empruntant le fameux GR34. Dans cet épisode, je vous dévoile les paysages qui la composent, les spécificités culturelles que j'ai notées, les spécialités culinaires que j'ai goûtées, les rencontres sur le sentier. Je vous fais part des réalités de l'itinérance à pied, de ses apprentissages et ses émancipations. Alors, accroche-toi bien à tes bâtons. C'est parti. Par où commencer ? J'étais sur Nantes pour quelques jours afin de réaliser une interview avec Florence, qui est une voyageuse dont vous découvrirez bientôt le témoignage. Et j'ai pris le train jusqu'à Quimper et depuis cette ville, j'ai ensuite emprunté la ligne de bus qui mène à Brest. Et je me suis arrêté au Fou, qui est un petit village situé au milieu de cette liaison. Au moment où j'entre dans le bus, j'indique que je vais m'arrêter au Faou. La conductrice rigole et elle me dit « Ça se dit le Fou. En breton, on ne prononce pas toutes les lettres. Les Bretons ont leur logique à eux. J'ai moi-même encore du mal à la comprendre et pourtant ça fait plusieurs dizaines d'années que je suis là. » Je souris. Me voilà dans une région dont j'ignore tout, des paysages au langage ancestral. Sur les panneaux routiers, on retrouve systématiquement les deux langues. D'abord le français, qui reste la langue la plus courante, et en dessous l'appellation bretonne. Le langage ne m'est pas familier, ça donne un air de langue étrangère. J'arrive en terre inconnue, excité et intrigué à l'idée de la parcourir, de l'explorer. Le Fou est situé dans le parc régional d'Armorique. C'est une petite cité portuaire au charme certain qui fait le lien entre la mer et la terre. Plus à l'ouest se trouve l'entrée de la presqu'île. Il me faudra marcher une dizaine de kilomètres avant de l'atteindre. Mes premiers pas m'amènent près de l'église Saint-Sauveur. Il est 15 heures de l'après-midi. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. J'ai repéré un camping à Landévennec, situé au nord-est de la presqu'île, mais plus de 20 kilomètres m'en séparent. Est-ce bien raisonnable de commencer à marcher alors qu'il ne semble pas y avoir d'autres villages sur le chemin ? Et puis je me dis qu'au pire, il y a le stop. Qu'au pire, je trouverai bien une maison à laquelle toquer pour trouver refuge. Mon sac doit peser entre 11 et 12 kilos. Enfin, c'est ce que j'estime. Dans tous les cas, il est lourd. Et je m'inquiète de la santé de mes genoux. Il y a 3 ans de cela, j'ai chopé une tendinite au genou gauche en parcourant le chemin de Compostelle. Celle-ci est déjà revenue l'été dernier. Je le sais, il va falloir faire attention tant que mes jambes ne se sont pas musclées. Je sens quelques tensions dans mon corps et dans ses genoux au départ. Mais je me dis que ça va le faire. Une seule chose à faire, commencer à avancer. Ça tombe bien. Je finis par repérer assez vite le balisage blanc et rouge qui m'indique que je suis bien sur le GR. Je commence par longer une petite route de campagne qui me fait rentrer dans les terres et ensuite, le sentier se faufile entre plusieurs exploitations agricoles. C'est vallonné et c'est vert. Il n'y a absolument personne sur le chemin. Au sortir d'un chemin,
Je perds le balisage et me retrouve à longer une départementale jusqu'à ce fameux pont, le pont de Térénèse, ma porte d'entrée sur la presqu'île. À ce moment-là, je m'arrête prendre de l'eau dans un café qui est près du pont. Il est 18 h quasiment. Il me faut recharger mes gourdes parce que j'ai vraiment pas assez d'eau et j'ai encore pas mal de chemin à faire. C'est le seul point d'eau que je pense trouver, donc vaut mieux être prudent. Se dévoile enfin le fleuve, l'Aune maritime. Il est assez large, ça m'impressionne un peu en vrai. Je longe la côte plein nord direction Landévennec, mon point de chute. Si tout va bien, j'y serai vers 19h30 max. Je suis dans les bois, tout est parfaitement calme. Mais très vite, je suis heurté à un panneau qui m'indique que le chemin est impraticable à cause de la tempête Ciarán. Elle a fait de lourds dégâts lors de son passage sur les côtes bretonnes en novembre. Il faut prendre la route, ce qui rallonge le chemin de manière assez conséquente. Le chemin est-il si impraticable qu'on le dit ? En tout cas, la portion semble courte, et je décide de m'y engager. C'est une pente qui est abrupte, jonchée d'arbres au sol que j'enjambe. Le sentier s'est effacé au profit de ronces, de branches. Je parviens tant bien que mal au chemin au-dessus, qui lui est dégagé. Et à ce moment-là, je suis heureux de ma décision et de la petite aventure qui s'est profilée. Le chemin dans les bois, il est agréable. J'apprécie le calme profond, l'absence totale de présence humaine. Le chant des oiseaux, c'est relaxant. Il n'y a que moi, au milieu du vivant. Assez vite, je me retrouve face à un énorme arbre qui bloque le chemin. Mais donc du coup, je le contourne et je vois pas de balisage. Et en fait, je me rends compte que ce balisage-là, il se trouvait sur l'arbre en question. Donc je reviens en arrière et je vois au croisement une croix. Et en fait, ça fait un petit temps que j'ai pas été sur un GR et à ce moment-là, je l'interprète mal. Je me dis que il m'indique de pas tourner. Il m'indique de continuer tout droit, alors que c'était le contraire. Et sans le savoir, je m'engage sur le chemin qui monte pendant 500 mètres, me retrouve à un autre croisement. Et là, à ce moment-là, il n'y a toujours pas de balisage. Donc je me demande où c'est que je vais aller. Je m'engage dans un passage qui est un cul-de-sac. J'essaye de passer quand même pour retrouver le chemin et en fait non, c'est bloqué, il y a trop de ronces et tout. Je peux pas continuer, donc je rebrousse chemin, je retrouve le chemin initial. Et là, je continue en fait sur ce chemin-là qui était en montée. Et en fait, par derrière, il redescend, en fait, juste de là où je venais. Et là, je commence à paniquer. Je commence à paniquer une première fois, je me dis putain, mais t'es con, mais qu'est-ce que t'es con ? Pourquoi t'as pas capté que le balisage avec une croix, il disait justement de pas continuer tout droit, enfin il était dans le sens du tout droit, alors pourquoi t'as fait ça ? Et donc je rebrousse chemin, je reviens là où j'étais au croisement et j'ai perdu une demi-heure de marche, une demi-heure d'énergie. Le ciel s'assombrit petit à petit, il doit être 19h. En fait j'ai juste pas le choix, il faut que je continue, que je me remette en route et que j'arrive quoi. Bon, du coup, je reprends enfin le bon chemin. Il devient de plus en plus sauvage. La nature a vraiment repris ses droits. Et on voit qu'il est encore emprunté quand même, mais beaucoup moins. Et alors que je suis dans mes pensées, j'aperçois au loin une femme et son chien en face de moi sur le chemin, et je les vois bifurquer sur le côté. Quand j'atteins ce point, je vois pas de chemin sur le côté. Et je me dis, mais où c'est qu'ils sont passés ? Où c'est qu'ils sont passés ? Enfin, ça m'étonne qu'il y a juste une pente abrupte en fait où il y a rien, il y a pas de chemin en fait. Et là mes pensées divaguent, je me mets à rêver d'une femme des bois au culte étrange. Je pense aux contes et légendes que cela pourrait irriguer. Et je reprends mes esprits quant au bout du sentier, qui est maintenant accidenté, qui est de plus en plus resserré. Il y a un panneau écrit à la main qui m'indique « Propriété privée, passage interdit ». Et j'aurais certainement dû continuer, mais là, sur le moment, je panique. Il y avait juste pas d'autre chemin, donc je reviens en arrière, mais il n'y avait pas de chemin. Je retourne sur mes pas,
Et je vois qu'il y a un mini passage qui s'improvise dans la pente, qui est vraiment une pente abrupte. Et je me dis, c'est peut-être ici que la femme est passée avec son chien. J'y crois et je m'y engage. Ce passage relève plus de l'ordre de la piste animale qu'autre chose. Je grimpe, le sac me pèse, c'est très physique et ça m'inquiète. Le sol il est rempli de feuilles, de branches, de ronces. Je vois en fait qu'il y a une route au-dessus sur Google Maps et c'est à ça que je me rattache pour prendre ce chemin en fait. Il me faut rejoindre cette route en fait à tout prix. Il n'y a plus de temps pour tergiverser. J'arrive au bout de certaines limites et en fait il est bientôt 20h. Après avoir passé des ronces, je vois que le bois il débouche sur un pré clôturé avec des vaches. Et là je me dis oh putain mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux pas passer. Il y a une maison à côté et je me dis je vais pas débouler dans leur jardin, enfin c'est trop. Mon esprit et mon corps passent en mode survie. La fatigue commence à m'assaillir et je finis par trébucher. Je me jure de ne plus jamais prendre le risque inutile en étant tout seul. Je comprends alors que le panneau qui indiquait un chemin impraticable, il se résume pas juste à la petite portion de départ que j'ai réalisée, mais bien l'ensemble du chemin qui va jusqu'à Landévennec. Je finis par prendre mon courage à deux mains et je contourne la maison pour finalement retrouver un chemin goudronné. Je suis épuisé, je ressens plein de tension dans les jambes et je finis par arriver péniblement au camping vers 20h30. Je m'installe. Heureusement, j'ai de quoi manger. Quelle première après-midi. Le chemin décidait de ne pas m'épargner d'entrée. L'aventure, oui, mais il faut rester sur mes gardes et ne pas prendre de risques inconsidérés. Rappelle-toi, tu es en terre inconnue. C'est le deuxième jour. Le ciel n'a pas perdu sa grisaille. C'est accompagné de cette étendue brumeuse que je foule la petite route bitumée qui traverse la commune de Landévennec. Une courte montée permet à mon corps de progressivement se réveiller, tenter de s'accommoder aux quelques tensions qui le traversent. Après être remonté depuis le pont de Téréné jusqu'à Landévennec, longeant l'estuaire de l'Aune, le GR34 continue à longer la côte direction plein ouest. Le fleuve s'est mêlé aux eaux de l'océan. Me voici, dans la rade de Brest. Je parviens rapidement à l'entrée de la forêt domaniale de Landévennec. Je déchante assez vite, quand je vois un nouveau panneau m'indiquant un chemin dans les bois impraticable. Et ça m'exaspère. J'ai peur que ce soit l'ensemble du chemin la presqu'île, s'il est boisé dans son ensemble, qui soit bloqué. Et j'ai en tête en fait l'aventure de la veille, qui aurait pu mal se terminer. Je m'apprête cette fois-ci à prendre la route, et à ce moment-là, il y a deux marcheurs d'une 60aine d'années qui se joignent à moi. Et eux, ils souhaitent s'engager sur le sentier, quitte à faire demi-tour. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et en quelques secondes, je me dis, ben non, en fait, je suis plus seul. Et je me dis, ben autant les suivre, enfin, on sera trois, au pire, on verra ce qui se passe, quoi. Heureusement, le début du sentier, il est dégagé. Ça me laisse du temps pour faire connaissance avec ces deux messieurs. Il y en a un qui vient de Lille, l'autre qui vient de Lyon. C'est drôle parce que c'est deux villes que je connais plutôt bien, parce que j'ai vécu dans chacune d'entre elles. C'est un drôle de binôme qui a déjà parcouru des centaines de kilomètres sur le GR34 depuis plusieurs années. Ils étaient partis du Mont-Saint-Michel, des marcheurs aguerris. Ils font quand même porter leur gros sac avec la malle postale, un service de transport payant qui permet d'emmener votre sac d'un gîte à l'autre. Mais très vite, en fait, on parvient à un premier obstacle. Et à ce moment-là, il y a un passage qui mène à la plage. Donc on décide de contourner par la plage. Moi qui ne connais pas l'océan, je me surprends à voir une plage composée de vivants. Il y a des huîtres, il y a d'autres crustacés, bien vivants. Il y a beaucoup de galets, il y a des pierres. Donc on avance tant bien que mal en faisant attention, on met les pieds parce qu'on peut glisser à tout moment. Il n'y a personne à l'horizon, si ce n'est quelques pêcheurs à la ligne à moitié dans l'eau. Et après 30 minutes de marche, on finit par trouver un étroit passage pour retrouver le chemin. Mais à ce moment-là, on ne se doute pas que le pire est à venir. Le chemin est en effet jonché d'arbres qui se sont écrasés sur le sol. Le panneau disait donc vrai. Pourquoi ne l'a-t-on pas écouté?
Je ne sais pas. Est-ce qu'on a bien fait de suivre notre ego une fois de plus? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce chemin impraticable alors que j'avais eu un signal bien évident qui m'indiquait le contraire la veille? C'est un vrai parcours du combattant qui s'engage. On passe au-dessus, au-dessous, à côté de ces arbres et divers feuillages qui nous barrent la route. Tout est plus sauvage. On suit les petits passages qui contournent de près, créés par l'humain, quand il y en a. Avec le sac à dos de 12 kilos sur le dos, c'est particulièrement physique. J'endure tant bien que mal en discutant avec les deux compères. Le premier, grand et maigre, se faufile sans mal. Il ironise quand le second lui rappelle qu'il fait 30 kilos de plus que lui et que ce n'est pas aussi simple pour lui de se mouvoir dans ce sentier accidenté. On fait à peine 2-3 km en 1 heure et on s'épuise vraiment beaucoup. Je sue, mon pantalon est plein de terre, il me faut boire. Avec la fatigue qui m'assaille, j'essaye de rester concentré autant que possible, car c'est dans ces configurations qu'on peut trébucher, se fouler une cheville, se faire mal, et rentrer à la maison. Heureusement, après une dernière grimpette, on redescend et en fait la forêt elle semble avoir été abritée sur ce versant-là. On débouche sur une petite grève, lance de loch. Je me pose sur le banc face à la rade. Les deux marcheurs poursuivent sans pause. Je prends un encas. Ce parcours a eu un impact certain. J'ai réalisé 5 km mais j'ai dépensé l'énergie de 15. Pour marquer plus concrètement de son empreinte la suite de mes aventures, je me rends compte qu'il m'a arraché un bout de porte-bonheur. De part et d'autre du devant de mon sac sont accrochés 2 pendentifs porte-clés. L'un avec une pierre rouge, l'autre avec une pierre bleue. La pierre bleue s'est perdue dans les bois, sûrement décrochée par un arbre. Quelle signification ça peut avoir? Est-ce que je dois l'interpréter d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce qu'on cherche à me dire? En fait, à ce moment-là, je me dis, mais j'avais jamais pris le temps de définir quels pouvaient être les attributs de chacune de ces pierres aux couleurs différentes. C'est un local qui me les avait offertes l'été dernier, lors de mon escapade sur une île croate. Elle donnait une certaine allure à mon sac noir, un peu de couleur. Elle me portait bonheur. Et aujourd'hui, il ne reste qu'une. Est-ce que ça signifie la perte d'un équilibre qu'il me faudra combler? Peut-être qu'un jour, j'aurai la réponse à cette énigme de la vie. Le GR se poursuit dans les bois, mais celui-ci n'a pas été ravagé par la tempête. Heureusement, j'avais trop peur que de juste pas pouvoir continuer mon périple. Le sol il est humide, voire bien boueux. Et au bout d'un moment, peu avant le chantier naval, je m'arrête quelques minutes pour m'imprégner du chant des oiseaux. Il m'apaise et m'apporte une compagnie certaine, sur un itinéraire où je ne croise personne. Ces sons mélodieux se mêlent à ceux plus délicats de l'eau, qui se ferait un chemin entre les galets. Je prends le temps d'observer mon environnement. La souche atypique d'un arbre se compose de 3 creux, formant un visage avec 2 yeux et une bouche, celle d'une créature étonnée. Cette forêt est-elle habitée par d'autres entités? Si vous avez la référence, ce visage imprégné dans la mousse de l'arbre me fait penser à un Sylvain dans Princesse Mononoke. L'après-midi, je tombe à court d'eau. Je sens la fatigue me peser et les tensions dans mes jambes et mes pieds se faire ressentir davantage. Je rentre dans ma bulle. J'espère juste bientôt arriver à destination. Finalement, j'arrive à Lanvéoc sous une bruine rafraîchissante. Le ciel me vaporise de son eau. Je finis cette journée au camping du village, situé au bord de la rade à 2 kilomètres du centre-ville. Je n'ai toujours pas vu un brin de soleil. Le temps est humide. Je recroise les 2 marcheurs du jour. C'est dimanche, tout est fermé. Mon repas se fera au resto à proximité. Et le soir, en fait, il y a une chose qui me fascine, c'est que le soleil il se couche 1 heure plus tard qu'à Lyon. Et je trouve ça juste renversant. Parce qu'on est le 23 juin, donc à deux jours après le solstice d'été, et à 23 heures, il fait toujours pas nuit. Genre moi, j'ai jamais vu ça en France. Et je me pose vers 22 heures sur un banc situé au-dessus de la plage face à l'eau. À l'horizon, en face de moi, j'aperçois une terre,
Elle se recouvre, puis se découvre, au gré des brumes. Je plonge dans ce paysage mystique. L'eau se pare de la grisaille du ciel. Deux étendues se mélangent, se disputent l'horizon. Ça forme un tableau d'une grande beauté, où peuvent s'étaler les mélancolies du monde. Mon regard vogue au gré du mouvement des nuages ou celui de l'eau. Il finit par se perdre, s'oublier. Mon corps et mon esprit se relaxent. Je respire. Cette atmosphère mystérieuse m'invite à la relaxation, à la méditation. Mon esprit se pose. Je me sens profondément bien, juste avec moi-même. Ce sont ces tableaux, ces atmosphères grises qui parfois me font le plus grand bien. Ils et elles sont propices au recueillement. Je les apprécie autant qu'un grand ciel bleu ensoleillé qui m'exalte, m'énergise, insuffle de la joie. Les deux me nourrissent à leur manière. Pour ce troisième jour, mon chemin se poursuit dans un sous-bois, mais sa végétation est moins dense. Après 5 kilomètres, j'arrive au fret. Le GR, il se poursuit le long d'une départementale pendant un bon bout de temps pour atteindre la presqu'île de Roscanvel, au nord-ouest de celle plus grande de Crozon à qui elle appartient. Le sentier m'offre un tout autre panorama. Après 2 jours de sous-bois sans vue, le bleu clair de l'étendue d'eau de la rade de Brest s'offre à mes yeux de manière complète. Le soleil commence à taper sérieusement et j'enfile ma casquette. Je me sens bien physiquement. Mon esprit, lui, est plus volatile. Il est en prise au doute. Je les affronte et j'essaye d'ancrer en moi confiance et solidité émotionnelle. Je pense notamment à la suite du podcast, à comment je vais créer cet épisode, à comment je peux faire grandir l'audience du podcast pour lequel je donne corps et âme. Le chemin, il fait des zigzags dans les terres et des détours qui me semblent importants. À 14 heures, j'arrive à la pointe des Espagnols, la pointe la plus au nord de la presqu'île. C'est une sacrée étape pour moi. En face de moi, il y a Brest et son port. Alors qu'il faut parcourir 60 kilomètres par la route pour faire tout le tour et s'y rendre, là, à vol d'oiseau, on est à peine quelques kilomètres de Brest. À partir de la pointe des Espagnols, j'accède à un paysage complètement différent. Celui de la façade ouest, aussi sublime que spectaculaire. Le changement, il est juste radical. Et c'est à ce moment-là, dans ma tête, c'est juste absolument renversant. Parce que après les sous-bois, quand même bien humides, me voici à marcher sur des landes composées de minuscules arbrisseaux. Une terre rase, balayée par les vents, surplombant l'océan, offrant des points de vue à couper de souffle sur les structures et autres amas rocheux. Le sentier, lui, il est étroit. Il se fraye un chemin entre les bruyères et les ajoncs. Cette façade ouest, elle abrite de nombreux sites géologiques. C'est là que j'apprends que ces roches, c'est vraiment des archives de l'histoire de notre Terre. Le rivage de la presqu'île, il s'est formé à partir de roches sédimentaires, c'est-à-dire des dépôts de sable et de vase qui sont consolidés en grès et en schiste. Et à certains endroits remarquables aussi sur la presqu'île, il y a des roches volcaniques. Après quelques kilomètres sur le sentier, j'aperçois l'océan, à perte de vue. Ce panorama est d'une puissance inégalable. C'est la mer d'Iroise. La façade ouest de Roscanvel, tout comme celle de la presqu'île au global, abrite de nombreuses fortifications, très diverses, dont les vestiges nous plongent dans un temps ancien. Elles avaient pour but de protéger Brest et sa région des invasions maritimes. C'est Vauban, chargé de la défense des frontières sous Louis XIV, qui fait ériger ces structures de pierre. Cet après-midi, je passe du fort Robert à celui de Cornouailles, du fort des Capucins à celui de la Fraternité.
Le fort des Capucins est impressionnant. Il se trouve sur un amas rocheux, relié à la terre ferme par un pont. Et juste, je vois ça et je me dis, mais on se croirait vraiment dans Game of Thrones. Plus précisément dans les îles de fer. Et sur les sentiers, on retrouve plein de petites cases militaires. Je croise d'ailleurs des militaires qui ont une base au sud-ouest de Roscanvel. Et il y a leur hélicoptère qui fait des va-et-vient tout au long de l'après-midi. Je continue et je descends la côte petit à petit, porté par ces paysages d'une beauté difficilement qualifiable. Je traverse une sorte de mini-village en ruine. Dans quel film je me trouve déjà ? Le soleil décline petit à petit. Le tableau qui se dessine devant moi est d'une beauté multicolore. Au bleu de l'océan et aux rayons orange du soleil se mêlent les notes roses de la bruyère, celles jaunes des ajoncs, le vert du reste de la végétation, l'ocre des falaises, le noir de ces récifs. J'en prends plein la vue. Après plusieurs heures de marche sur ce plateau, je redescends sur la plage de Trérose, près de laquelle m'attend le camping du soir. Je me trouve désormais dans l'anse de Camaret. Il est 18h30 et j'ai marché plus de 30 kilomètres. Sacrée journée. Je suis épuisé. Et je monte tranquillement la tente. Et le soir, je me pose sur la plage. J'assiste au plus beau coucher de soleil de ma vie. Et là, franchement, quand je dis ça, je déconne pas. C'est pas juste pour l'épisode que je dis ça, c'est vraiment vrai. Et je capture chaque instant de ce moment. Le soleil change de couleur. Il passe de l'orange au rouge, avec une intensité et une puissance folle. Il se rapproche de plus en plus de l'océan. Et ce coucher de soleil l'embaume et il me nourrit le cœur. Il me fait tant de bien à l'intérieur. Et tout le camping, il est sur la plage en train de photographier le spectacle. Après les quelques difficultés éprouvées pendant les premiers jours, je le ressens enfin dans tout mon corps. Je suis tellement heureux d'avoir fait le choix de venir ici. Rien que pour vivre ça. Je portais pas d'attente sur ce chemin. J'attendais juste de voir ce qu'il pouvait m'offrir sans me projeter. J'étais pas au courant des paysages qu'il composait. Et c'est cette démarche-là qui rend le résultat d'autant plus beau et d'autant plus fort. Au matin, 3 km me séparent de Camaret-sur-Mer, le dernier village avant Crozon. 2 jours de marche sans commerce. Un seul camping entre les deux. Le village, lui, semble charmant. Il borde la mer d'Iroise. Il fait grand beau et c'est plaisant. Je vais acheter un pain bio au marché. La femme qui me sert est souriante. Elle me demande si je suis randonneur et je lui réponds que oui. Je fais une petite pause déjeuner près du port. Je me mets de nouveau en route et je parviens au fort du Petit Gouin. Et à ce fort-là, en fait, on a une belle vue sur Camaret. Il est situé sur la pointe du même nom, un point de défense stratégique. Après avoir enchaîné de nouveaux splendides points de vue sur l'océan et ses récifs, j'arrive à l'ensemble défensif de la pointe du Toulinguet, au centre duquel se tient une tour. C'est la pointe la plus occidentale de la presqu'île. On peut apercevoir au loin un phare. Cette pointe débouche sur une plage de sable fin sublime, la plage de Pénatte. Une plage de surfeurs et de surfeuses, et j'en aperçois un certain nombre qui sont à l'eau. Le sentier remonte sur le plateau et devient caillouteux. Peu avant midi, j'arrive à la croix de Pénir, située sur la pointe au nom éponyme. Ce monument en granit, impressionnant, en forme de croix de Lorraine, a été construit en hommage aux Bretons de la France libre, qui ont suivi l'appel du général de Gaulle, en traversant la Manche au péril de leur vie, souvent dans des embarcations de pêche. La pointe de Pénir est connue pour ses tas de pois. C'est quoi, me direz-vous ? Ces tas de pois, en référence aux gros rochers alignés tels les petits points dans l'océan, à proximité immédiate de la côte. On en aperçoit facilement 3.
C'est comme si une divinité bretonne s'était amusée à insérer un message dans le paysage, en nous laissant un océan de possibilités pour en inventer la suite. Un panorama poétique, et non moins impressionnant. La falaise culmine à près de 70 mètres au-dessus de la mer. Je croise d'ailleurs des personnes en train de faire l'escalade sur l'une de ces parois. En fait, sur la façade ouest, il y a de nombreux touristes, cyclistes et randonneurs à la journée. J'avais croisé personne sur les 2 premiers jours. Et sur ces sentiers, je rencontre des centaines de personnes et plein d'internationaux. En même temps, ça se comprend. Les paysages changent du tout au tout. En redescendant cette pointe, je me pose pour manger sur une autre sublime plage de sable fin. Et il me faut marcher quand même quelques minutes pour atteindre l'eau. À marée basse, le parterre de sable s'étend grandement à l'horizon. C'est fascinant pour quelqu'un comme moi qui connaît peu l'Atlantique. Je me sens libre à mesure que mes pieds nus foulent le sable humidifié. La côte bretonne de la presqu'île continue de s'apparenter à une forme de paradis. Je poursuis ensuite ma route sur le plateau de Land et ce type de paysage commence à me devenir familier. Ça tire un peu et je suis moins en forme physiquement qu'hier. Mais c'est tout à fait normal. L'immense plage de Kersighenou offre une vue sur le château de Dinan au loin. On peut voir une grande arche qui permet de relier ce château à la côte. La légende raconte que ces grottes profondes abritent des korrigans, de facétieux lutins ayant combattu les géants naufrageurs et les ayant emprisonnés à jamais dans les grottes. On y retrouve aussi la trace de sépultures néolithiques. Cette terre bretonne est décidément pleine de surprises. J'arrive enfin au camping de la plage de Goulien. Et là-bas, en fait, à l'accueil, on m'indique que demain, ce sera la journée de marche la plus longue, la plus technique, et celle avec le plus de dénivelé de la presqu'île. Sans aucun point d'eau. La pointe sud, qui mène au cap de la Chèvre, est en effet la plus longue. Seul camping entre 2 étapes, je rencontre enfin des randonneurs et des randonneuses en itinérance, allant dans les 2 sens. Dans la tente à côté de la mienne, il y a par exemple Marion, avec qui je fais connaissance lors de la soirée. Elle est assise là-bas sur la table en bois au bord du terrain, qui est réservée aux personnes qui randonnent, et tour à tour, je la vois dessiner, définir son itinéraire pour demain, prendre des notes sur son parcours. Et j'ai osé. J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai demandé: est-ce que tu serais d'accord pour que je t'interviewe? Très surprise, elle m'explique qu'elle n'est pas la personne appropriée. Et je lui dis que c'est l'affaire de 5 minutes et qu'elle est parfaitement légitime pour témoigner. Nous y voilà. Je vous laisse découvrir Marion, l'un des personnages de cette histoire. Bonjour, je m'appelle Marion, j'ai 33 ans et je suis artisan. Je fais des boutons recouverts de tissu notamment ou de cuir, de choses comme ça, et je travaille pour le luxe. Et depuis quand t'es partie sur le GR34? Je suis partie il y a 3 semaines et j'ai fait une première partie du coup de Saint-Brieuc jusque Morlaix, et après je suis venue. J'ai skippé quoi, et je suis venue directement sur la presqu'île de Crozon et j'ai commencé hier. Qu'est-ce que tu souhaitais retrouver sur ce chemin? Est-ce que tu cherchais quelque chose en particulier? Franchement, pour moi, c'était plus vraiment découvrir, parce que j'avais déjà mis les pieds en Bretagne, mais j'étais trop petite pour réellement m'en souvenir, quoi. Donc pour moi, c'était un peu comme si je venais ici pour la première fois, quoi. Pour découvrir pourquoi tout le monde aime la Bretagne. Voilà. Et qu'as-tu découvert de la Bretagne? Et que c'est des paysages vraiment hyper différents. Franchement, j'ai l'impression, je te disais, plutôt d'avoir traversé plusieurs pays. Géologiquement, il y a des choses hyper différentes.
Et c'est quoi la question déjà? Et est-ce que t'as aimé la Bretagne? Qu'est-ce que Ouais. t'as découvert de la Bretagne? J'ai découvert que les gens étaient hyper sympas, que c'est pas une légende, qu'on peut vraiment trouver des crêpes n'importe où. J'ai vraiment trouvé des crêpes dans des endroits complètement improbables. Après, je sais pas si j'ai découvert la Bretagne, mais moi je connais très peu la mer et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu appris la mer ici, quoi. Je connaissais même pas. Enfin, pour te dire, quand je suis arrivée, j'avais complètement oublié qu'il y avait des marées, tu vois. Enfin, des détails comme ça, un peu débiles, mais. Et quels sont un peu les paysages de la Bretagne, de la côte bretonne? Les premiers que j'ai vus, c'était vraiment des falaises vraiment super hautes où vraiment tu dominais quasiment tout le temps la mer et tu étais assez proche du bord. J'ai aussi traversé quand même pas mal de forêts. Après, il y a eu les côtes de granit rose où là, En fait, ce qui est rigolo, c'est que vraiment tu passes d'un décor hyper affûté, tranchant, avec des falaises à des. Tout à coup, tout est rond et tout a l'air mou et enfin pas mou, mais tout est en rondeur et enfin c'est hyper différent de ce que tu vois au début, quoi. Et puis des paysages, ouais, tu passes du vert à des choses hyper rocailleuses. Il y a des endroits où vraiment je me serais. Enfin, j'avais l'impression de ne pas être en France, quoi. Ouais. Donc, ouais. Il y a eu des fois des moments, ouais, c'est ça, où t'es complètement à plat, à ras de l'eau, et d'autres moments où t'es super haut. Même les plages, tu vois, t'as des grandes plages de sable, et puis tout à coup, tu passes des toutes petites plages de galets. Enfin, ouais, c'est. Et même la couleur de la roche, hyper différente d'un endroit à l'autre. T'as des endroits où tout est hyper blanc, et d'autres où, au contraire, la roche est hyper sombre, même, ouais, des fois rose, de toutes les couleurs. Enfin, ouais, voilà, très différente. Et donc là, ça fait un mois que tu marches. Oui, enfin, ça va faire un mois, ouais, dans une semaine. Est-ce qu'il y a un truc qui te vient, dont tu aimerais témoigner? Oui, ici j'ai découvert un oiseau qui s'appelle l'huître yépi et qui est beaucoup trop mignon, vraiment je l'adore. Même son cri, tu vois, est gentil et mignon, et je sais pas, c'est un oiseau qui est très, je sais pas comment dire, graphique, tu vois, il est noir et blanc, je sais pas si tu l'as vu, avec un bec qui est orange mais presque rouge, quoi. Du coup, on dirait presque un personnage je sais pas, on dirait que ça sort d'un dessin, quoi. Voilà, bref, j'ai adoré cet oiseau. Comment t'as vécu l'itinérance à pied, le fait de partir marcher pendant des semaines sans s'arrêter, de dormir en tente, tout ça? Moi, j'étais plus à l'écoute de mon corps, justement, parce que j'étais censée marcher longtemps et du coup, je pouvais pas vraiment Tu peux pas te permettre, justement, de te blesser, donc En fait, j'avais l'impression que finalement, moi, j'avais projeté un chemin, j'avais fait mon parcours et tout, j'avais noté mes étapes et tout, et au final, j'ai dû un peu revoir mes plans parce que justement, mon corps Il y a des moments où finalement j'avais envie de marcher beaucoup plus longtemps, et j'avais vraiment beaucoup d'énergie, du coup finalement j'ai skippé, enfin en gros j'ai marché beaucoup plus que ce que j'avais pensé, ou à l'inverse il y a des moments où j'ai vraiment senti qu'il fallait que je me prenne un jour de pause et que je regarde juste le paysage, quoi. Qu'est-ce que t'as pensé de la presqu'île de Crozon? Je sais pas si je peux juger sur 2 jours, mais franchement c'est hyper beau et je comprends pourquoi, l'engouement en tout cas qu'il y a autour de la presqu'île pour les gens qui aiment la randonnée, qui aiment marcher dans des beaux paysages et qui aiment la nature, parce qu'il y a quand même. En tout cas pour les gens qui aiment les oiseaux par exemple, il y a beaucoup de choses à voir et à entendre. Marion part quelques minutes avant moi. Je finis de m'étirer et de charger un peu plus mon téléphone avant de moi aussi prendre la route. La journée s'annonce ensoleillée et chaude. Bien entendu, c'est une chaleur bretonne, donc ça veut dire 26 degrés. N'empêche que depuis 2 jours, le soleil il a bien tapé et j'ai pas mal de coups de soleil un peu partout, sur les jambes, sur les bras. La faute à avoir pris une crème solaire périmée. Voilà, j'ai pas vérifié et voilà. Ce qui devait arriver arriva.
Un long chemin m'attend jusqu'au Cap de la Chèvre, à peu près 13 km. Et au sortir du camping, je retrouve mon chemin qui se faufile entre les bruyères, avec vue sur l'océan. J'aperçois au loin le château de Dinan dont je parlais hier. Je me rends mieux compte de ces arches rocheuses de cet espace. Quand je me retourne et regarde à ma droite, j'aperçois aussi au loin les tas de pois. Que de chemins parcourus en l'espace de quelques heures de marche. C'est dingue. Il me paraît si éloigné maintenant. À chaque pas, je m'enchante des points de vue à couper le souffle. Les mots me manquent pour venir qualifier le spectacle qui s'offre à mes yeux. Je mesure une énième fois la chance de parcourir ce sentier. La chance que je me suis donnée. Le sentier monte et descend de temps en temps. Mais la plupart du temps, je reste sur le plateau qui offre des panoramas de choix sur l'océan, les falaises et les récifs. J'observe les vagues s'écraser contre les roches, les formes très précises et très cisaillées de ces dernières. Je repense à comment s'est formé ce paysage des millions d'années auparavant. Au milieu de ce parcours matinal, une nouvelle plage paradisiaque fait son apparition. C'est un spot privilégié pour les surfeurs et les surfeuses. Il y en a des dizaines. L'océan est légèrement agité. Les vagues, elles, s'écrasent en un grand crachat blanc qui s'étale pendant plusieurs minutes sur le bleu azur de l'eau, jusqu'à parvenir au sable blanc. Le sentier propose une première difficulté. Marcher sur une petite dune de sable. Je vous assure qu'on n'avance pas très vite en marchant sur du sable. Je sais que mon stock en eau, il est très limité, parce que j'ai avec moi 1,75 litre d'eau. On peut se dire que c'est pas mal, mais en fait sur une journée c'est rien du tout. Et je sais qu'il n'y a pas de point d'eau avant la plage de Morgat, qui est située à proximité immédiate de Crozon. Donc je ne pourrai pas recharger mon eau avant la fin de la journée. Et pour cette raison, j'essaye de me retenir de boire, de calculer mes efforts. Et soudainement, le ciel est attaqué de part en part par la brume. Elle finit par recouvrir complètement l'horizon et m'envelopper de sa fraîcheur. Par intermittence, une petite bruine me vaporise le corps. C'est exactement ce dont j'avais besoin. On ne distingue plus l'océan, on ne distingue plus les récifs. Et ce qui est bien, c'est que ça m'incitera à avancer plutôt que de prendre 5000 photos et vidéos de chaque point de vue tellement je suis choqué par sa beauté. Au Cap de la Chèvre, en fait, il se trouve un mémorial de l'aéronautique navale et il est situé dans un encuvement de la batterie du Cap. Elle fait partie des nombreuses fortifications qui ont été mentionnées au préalable. Il y a une batterie, en fait, qui est une unité d'artillerie qui était destinée à lancer des projectiles à grande distance. Et au centre du mémorial se trouve une aile d'avion brisée en granit. C'est un symbole fort parce que ça permet de commémorer les aviateurs disparus. À proximité, il y a le sémaphore, qui est un poste qui permet de communiquer par signaux avec les navires en vue. Le Cap de la Chèvre, comme d'autres caps dont je vous ai parlé, c'était un lieu stratégique de défense militaire. Ça y est, je me retrouve à l'extrême sud de la presqu'île de Crozon. Quelle étape! Ça signifie que j'ai parcouru l'ensemble de l'incroyable façade ouest. Mon chemin me conduira désormais vers l'est. L'immensité de l'océan va me quitter, et c'est désormais la grande baie de Douarnenez qui s'impose à ma vue. Et là, il faut que je vous dise une chose, c'est qu'il y a une chose sur la presqu'île de Crozon qui est absolument fascinante. C'est la typologie des paysages selon la façade où l'on se trouve. Et là encore une fois, en l'espace de quelques minutes, le paysage change de nouveau du tout au tout. C'est juste absolument dingue. Dans un premier temps, la côte elle se colore d'un vert clair vif, celui des fougères qui l'ont envahie. La végétation elle est plus rase, elle se densifie. Il semble y avoir plus de biodiversité végétale. Cette côte, elle est juste pas balayée par les vents, tout simplement. Le paysage en est un témoin, un messager. L'eau est d'un calme parfait. Fini les explosions des vagues. De plus, sa couleur devient turquoise. Peu après, le chemin continue à travers une forêt de pins bien sèche.
Le décalage est renversant. J'ai l'impression d'être sur le pourtour méditerranéen. Il fait chaud et ça me donne une grande envie de me baigner. Et finalement, après avoir marché seul toute la journée, je retrouve Marion peu avant l'île Vierge. Le chemin devient un peu plus exigeant. On descend sur des racines d'arbres, quelques cailloux et on remonte ainsi de suite. Le gros des dénivelés se situe sur cette partie. Et j'ai plus d'eau. J'accuse le coup. Il me faut être très attentif pour ne pas me blesser. On se rapproche petit à petit de la plage de Morgat. Et en fait, on y parvient finalement en prenant un raccourci à la toute fin. Poursuivre les montées-descentes semi-accidentées aurait été une prise de risque trop grande pour moi. Il faut savoir respecter ses limites, comprendre les signaux de son corps et les circonstances. Je suis déshydraté. La plage de Morgat, c'est pas la plus belle plage du chemin. Elle se situe à proximité immédiate du port de Crozon et le long de celle-ci, il y a plein de commerces. On voit pour la première fois des glaciers, des bars. Je profite d'ailleurs pour aller demander l'eau au premier bar et le tenancier du bar, il a l'air complètement blasé et en même temps, je le comprends. Je pense qu'en étant le premier bar depuis 2 jours, c'est assez évident que je suis pas le premier à lui demander de l'eau. On se pose sur la plage et là, j'enfile mais 1 litre d'eau, direct. L'eau en plus elle était super fraîche, c'était genre incroyable, c'est vraiment les moments où genre l'eau, elle, juste le meilleur truc de ta vie. La pause elle est bien méritée, je vais tremper le bas de mon corps dans l'eau et celle-ci elle est bien froide mais bon ça me fait du bien. Peu après on se remet en route, il y a 3 km qui nous séparent du camping situé en hauteur, à quelques minutes à pied du centre-ville de Crozon. Me voici, après 5 jours, dans la ville qui fait porter le nom à cette presqu'île, dont je connais presque maintenant tous les secrets. Dans le camping, il n'y a pas de randonneurs et de randonneuses en itinérance. On comprend assez vite qu'on est les seuls sur ce chemin allant vers le sud. Ce soir, on se fait plaisir. Et je vais dans la première crêperie bretonne de ma vie. On m'avait vendu les galettes, et ici on parle de crêpes. Parce que oui, apparemment, selon les régions, en Bretagne, on dira crêpes ou galettes. Mais faut le dire, l'avantage de ce mets, c'est qu'on est servi très rapidement. Et que c'est, faut le dire aussi, très très bon. Les produits semblent de qualité. Par contre, je reste sur ma faim et les prix ont pas mal augmenté avec l'inflation. Alors, pour avoir le ventre plein, il n'y a pas le choix que de prendre une crêpe sucrée, bien garnie avec de la chantilly, du caramel maison. Ah là là, c'est si bon. C'est si bon. Jour 6. L'avant-dernier jour du voyage. J'ai fait le plus dur, sans aucun doute possible. Le chemin a bien fait les choses. Sans avoir fait trop de calculs, je me rends compte que je peux atteindre Douarnenez vendredi après-midi. Mon train il est fixé au samedi matin à Quimper, et il y a une liaison entre les deux villes en bus. Donc c'est juste parfait. Pour ces 2 dernières journées, le chemin file plein est. Si la distance semble plus importante sur une carte que les journées précédentes, en fait il y en est rien. En réalité, c'est juste qu'au lieu de se tortiller, d'aller de pointe en pointe, d'être cisaillé, là le chemin il va plein est directement. Le chemin il est aussi moins technique, moins accidenté. Il y a bien moins de dénivelé. Et les côtes elles sont moins abruptes, les falaises moins hautes. Je pars seul en premier. Marion s'est arrêtée à un café. Après 3 jours ensoleillés, voici le retour de la grisaille. Ah, qu'est-ce qu'elle m'avait manqué. En vrai, c'est pas pour me déplaire. La température reste idéale. Je retrouve par moments les bruyères et les ajoncs, les roches noires. La vue, elle est globalement dégagée, mais parfois il y a des bouts de forêt moins humides et plus disparates qu'au nord. Et je fais ma pause du midi sur la plage de Trébélec, sous la bruine. Le paysage s'est embrumé. Je sors mon pull. L'après-midi, je trace et marche un bon pas pour ne pas arriver trop tard au camping situé le long d'une immense plage de sable fin, la plus longue du chemin. Et il faut que je vous le dise, mon arrivée sur cette plage signe la fin de la presqu'île de Crozon et de son espace naturel protégé. J'ai quitté le parc régional naturel d'Armorique.
Et en fait, ça se voit peut-être au nombre de campings présents le long de cette plage. Il y en a 5-6 au lieu de 1 ou 2, tout simplement. Sur la plage, il y a des chars à voile en mouvement et en vrai, ça a l'air assez sympa. Sans le prévoir, je retrouve Marion au moment même où elle s'apprête à arriver au camping. On y est très bien accueilli par une femme enthousiaste et souriante. Le soir, on ira de nouveau à la crêperie, on admirera un autre sublime coucher de soleil sur la plage, bien venté, car orienté de nouveau vers l'ouest. Le ciel s'était dégagé dans l'après-midi. Clairement, un temps breton. J'en profite pour enregistrer le son de la mer, qui fait un bruit retentissant et permanent. Après avoir marché 6 journées en majorité seul, on fait aujourd'hui le chemin ensemble avec Marion. L'occasion de discuter de plein de sujets. Le temps passe vite. Les paysages sont moins emblématiques, mais loin d'être désagréables. Le temps est gris. On arrive en milieu d'après-midi à Douarnenez, sous le soleil. Cela fait 2 jours et demi que j'aperçois cette ville, que je sais être mon point d'arrivée. Chaque pas me rapprochait de la fin. Je la voyais arriver, petit à petit. On se pose dans un café près du port. Et devinez qui arrive 5 minutes plus tard. Les voilà qui débarquent. Les 2 autres protagonistes de cette histoire. Je savais qu'ils arrêtaient leur chemin ici à Douarn, en ce jour, mais je ne les avais pas croisés depuis 4 jours. J'avais pris le temps de les décrire à Marion et les voilà. Cette histoire, elle se termine un peu comme dans un film. Tout le monde se retrouve à la fin au même endroit, au même moment, pour boire un café, alors que tout ce beau monde s'était éparpillé. Ça me rend heureux. On discute avec amusement. Les 2 compères découvrent Marion, font connaissance. On fait le calcul du nombre de kilomètres parcourus. Pour moi, ça fera 170 au total. Un peu plus de 24 en moyenne par jour. Du fou à Douarnenez. J'adresse mes adieux aux 2 marcheurs qui s'en vont prendre le bus pour Quimper, puis le train pour Lille et Lyon. Le centre du bourg est très joli. On y retrouve plein de petites échoppes qui vendent des spécialités du coin. Oui, notamment plein de biscuits, du caramel au beurre salé et des kouign-amann. C'est à ce moment-là que je me dis « Putain, mais oui, il me manque que ça. Il faut que je goûte un kouign-amann d'ici. » Et d'ailleurs, ils le mettent drôlement bien en valeur. Oui, bon, c'est à mon retour à Lyon que j'apprendrai que c'est la ville du kouign-amann. Encore une drôle de coïncidence. Tout ça pour dire qu'il était bien beurré et très bon. C'est après ce kouign-amann qu'on se dit au revoir avec Marion. C'est également la fin de son périple d'1 mois. Elle va rejoindre une amie puis repart sur Paris. Je rejoins ensuite mon camping et le lendemain je repartirai sur Quimper, Nantes puis Lyon. Et oui, j'ai craqué sur une 3e crêperie le soir même. Il était temps de rentrer avant de liquider tous mes billets. Vous avez pu suivre au fil de l'eau certains de mes apprentissages du chemin. Voici ce que je retiens de cette parenthèse enchantée en terre bretonne. La première chose, c'est que j'ai fait le bon choix, celui de suivre mes intuitions. J'avais prévu peu de choses. Je savais que j'allais démarrer du fou, je savais que je pouvais faire le tour de la presqu'île plus ou moins en 6 à 8 jours, en fonction d'où je démarrais et d'où je m'arrêtais, mais rien d'autre n'était défini. Je ne connaissais pas les étapes. Chaque soir, je regardais à peu près où était situé sur Google Maps le prochain camping, et comme il y en a peu, en fait les étapes se délimitent vite, sans prise de tête. J'obtenais des infos de temps en temps de la part des locaux, et j'ai beaucoup marché. Je pense que j'avais vraiment besoin de cela pour m'ancrer. J'ai pas forcément eu et pris le temps d'échanger davantage avec les locaux sur leur culture, sur leur région, mais j'ai déjà l'impression d'avoir beaucoup découvert par moi-même. Donc la prochaine fois que je reviendrai, je le jure, je m'imprégnerai encore plus du vivant dans son ensemble, humain comme non humain. Pour autant, le rythme de la marche permet de voir et d'expérimenter de manière physique et intégrale beaucoup de choses. En fait, j'ai senti vibrer en moi ces paysages.
Mon corps, il s'est adapté aux réalités du terrain. Il s'est imprégné de la composition du sol, de ses pierres, les racines, le sable, la terre, battue ou boueuse. Et en fait, c'est ça qui est incroyable avec la marche, c'est qu'on a un rapport physique au chemin. Notre corps, en fait, il en garde les mémoires. Les souvenirs en moi, ils se résument pas seulement à des images imprimées dans mon esprit. Ma tendinite au genou gauche, quand elle survient, ce qui n'a pas été le cas pour cette fois, me rappelle la fois où je n'ai pas su respecter les limites de mon corps, où je n'ai pas su l'écouter. Lorsque l'inflammation elle ressurgit, elle m'indique que j'ai pas su voir les signaux envoyés au préalable, que j'ai pas su entendre les messages, que j'ai pas su accepter les tensions qui ont surgi dans mon genou. Mon corps, il m'emmène là où il a décidé de m'emmener. Contrairement aux véhicules moteurs ou électriques, je ne peux pas tricher. Mon fuel, c'est l'eau. L'huile de moteur, c'est les étirements. Ces deux éléments, ils sont d'une nécessité absolue. Pour moi, mais pour les randonneurs et les randonneuses de manière générale. Sans ça, je cale. Même avec ça, si je marche trop, si je fais un effort trop intense, le risque de blessure il est bien présent. Alors, j'ai décidé de m'écouter encore une fois sur ce chemin. J'ai su profiter pleinement du moment présent. J'ai su me faire plaisir tout en prenant les décisions nécessaires pour respecter mon corps. Et en fait, ça m'a appris à avoir une meilleure gestion de l'eau, par exemple. Ne pas boire ni trop, ni pas assez pendant l'effort, mais boire à intervalles réguliers, au moins quelques gorgées. Boire beaucoup, dès que l'abondance revenait le soir. La vie m'a fait ce cadeau, 3 ans plus tôt. Me reconnecter à ce qui vit en moi, me rappeler que je suis un tout, me permettre d'aligner corps et esprit, faire taire mon ego, me détacher du culte de la performance. Dans mes voyages, ce que j'aime maintenant, c'est me rendre compte de la préciosité du moment présent, de sa pleine valeur. Et ça passe par planifier le moins possible. Parce que plus on planifie, moins on laisse de place à l'imprévu, à l'inconnu, à tout ce qui fait qu'on a des anecdotes à raconter. Sortir de sa zone de confort, se laisser guider par sa boussole intérieure. Pourquoi est-ce qu'elle nous tromperait ? Plus je lui accorde de l'importance au moment T, plus je suis mes instincts, plus je suis mes intuitions, et plus je gagne en confiance en moi, plus je gagne en solidité. Plus cette boussole, elle se précise et elle me guide sur le chemin de ma vie. Et en fait, plus je suis maître de mes décisions et pas dépendant d'un service. Au fond, c'est ce qui définit l'aventure. Ne plus avoir à transiger. La voilà, la véritable quête de liberté. Mais ça veut pas dire se renfermer sur soi-même. Moi, je pense que ce serait fort dommage parce que les rencontres du chemin, elles sont vraiment en mesure de nous éclairer. Elles sont en mesure de nous guider, elles aussi, et nous transformer. Elles peuvent tant nous apprendre. Elles nous permettent aussi de se positionner. Le bonheur, il est réel que lorsqu'il est partagé. La marche qui s'effectue sur le temps long, en fait, ça permet de le saisir pleinement. On le sent passer parce qu'il s'égrène plus lentement. Et en fait, on a beaucoup de temps pour soi. Mais on a aussi beaucoup de temps pour les autres. Parce que la marche, elle nous rend disponibles. On n'a rien d'autre à faire que de mettre un pas devant l'autre. On est donc disponible pour penser, pour prendre du recul sur les choses, mais aussi pour échanger, et donc apprendre de l'autre. L'itinérance à pied, elle est devenue pour moi une nécessité. J'ai besoin de l'éprouver chaque année pour ne pas m'oublier. Au bout de quelques mois, elle refait surface dans ma tête. Là où le quotidien en société et ses multiples stimulations, agitations, ses pressions du temps court me rendent de nouveau dépendant de l'extérieur, me fait perdre mes repères. La marche sur plusieurs jours ou semaines, elle permet de m'ancrer de nouveau, de retrouver une stabilité émotionnelle. Je me sens alors plus fort, plus confiant. Je me trouve plus disponible pour le monde, plus bienveillant, plus aidant, plus solidaire. L'itinérance à pied m'a sauvé. Je vous souhaite, à vous aussi, d'y trouver les réponses désirées.